Écoutez ma voix. Vous n'êtes plus sur votre planète. Vous êtes dans l'espace. Roxy, c'est quoi ça? Sors-moi. Si tu me sors de là, je ferai naître tes désirs enfouis. Katarzyna Buszowski. Vous la connaissez? Kate Bush. La milice l'avait ensablée. Et ta fille s'est crue plus forte que la loi. Elle est persuadée d'être le bras vengeur d'After Blue. Pourquoi tu leur as dit que t'avais déterré Kate Bush? Pourquoi tu leur as dit? Elle ressemble à quoi, Kate Bush? Comment elle est vraiment? Rancunière. Tu veux me tuer, c'est ça? Je sens que c'est Kate Bush. Dans ma bouche. Kate Bush! Mon Dieu, d'addiction de pleurnichard! Quand Kate Bush sera là, il faudra bien que tu tires. Elle n'hésitera pas. La Terre, elle était malade. Alors on a trouvé After Blue. Then put your little hand in mine. There ain't no hill or mountain we can't climb. Babe, I got you, babe. I got you. Et bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Canu 102.2, la plus rebelle des radios, pour le 56e congrès de futurologie, émission de science-fiction proposée par l'équipe de programmation du festival Les Intergalactiques. 56 comme quoi? Comme 56, Bernard, 56 ans, sexe rasé, camionneur. Voilà, c'est l'intro. Chers auditeurs, chères auditrices, aujourd'hui nous allons parler d'un film que je n'ai pas vu, donc pour ça je fais l'intro, mais après je vais laisser déjà notre incroyable Nicolas Sébastien Landé, ami et programmateur. Ah oui, il faut que j'attende. Dans cet ordre Oui, carrément dans cet ordre, oui, tout à fait. Et toujours là. Toujours là, avec le peu que j'ai apporté, mais je suis là. Bah en tout cas, tu as ton humour fin et ta gentillesse évidente qui est toujours présente. Ouais, d'accord. Les deux semblent ironiques, mais c'est... mais ok. Mais en fait, on sait jamais si tu vas être surexcité ou tranquille pendant l'émission qui arrive. Écoute, on verra. Ça dépend. C'est la surprise. Bonjour les gens. N'hésitez pas à nous dire si vous avez aimé le film de Bertrand Mandico sur Twitter. Voilà, je fais participer les gens. Oui, c'est vrai. Écrivez si vous l'avez vu. C'est ça. Et si vous le recommandez. Parce qu'on va parler d'un film de... Attends, on n'a pas dit qui était avec nous, il n'y a pas que tous les deux. Non, c'est pas important. Elle n'est pas importante. Si, elle est importante. On oublie la personne la plus importante. J'incarne Bertrand Mandico ce soir, donc vous pouvez m'appeler Bertrand. Mais non, tu es plus importante. Je ne sais pas si j'ai le sexe rasé par contre. Ah, bah écoute, je laisserai Bertrand nous répondre sur on Twitter. n'est pas sur Twitch, on peut y aller, on peut dire tout ce qu'on veut, il n'y a pas de restriction, on se fait pas bannir pendant 3 jours. Bertrand, tu nous diras ça sur Twitter. Eh ben oui, on a une personne chère à notre cœur ici. Oui, bah notre habituée, la plus habituée des habitués de cette émission, qui est venue la plus souvent. Amie aussi. Ah oui, ben à part si tu pars de Lyon. Quoi? On aura une sévère discussion. Ça, ce sera pour hors antenne. Hein. Eh ben, nous avons avec nous l'incroyable, érudite et sympathique Clara Sebastiao. C'est toi. C'était très beau cette variation sur mon nom de famille. On va donc, vous allez donc parler. Moi, après, je vais lâcher mon truc puis écrire des trucs sur mon calepin d'un film qui s'appelle After Blue, d'une personne qui s'appelle Mandico. Je vois, c'est vraiment le mec qui sait pas trop ce qu'il dit. C'est genre, alors, je lis la fiche Wikipédia. Hein. J'ai même pas pris mon ordinateur aujourd'hui pour dire que je fais aucun effort. Quoi. Tout à fait. Donc c'est ça. Et donc vous l'avez vu. Et il est sorti ce film. J'ai qu'à me poser quelques questions d'intro. Vas-y. Et Clara, toi qui travailles dans un cinéma, est-ce qu'il est sorti? Toi qui sais tout. Il n'est pas encore au cinéma Le Zola parce qu'on ne le prend pas en sortie nationale. Donc selon le cinéma Le Zola, il n'est pas encore sorti. Mais il y a déjà eu plusieurs avant-premières, dont une au Comédia en présence du réalisateur. Donc il a quand même été assez vu. Et nous, Nicolas, tous les deux, on l'a vu au Zola en prévisionnement pour préparer la sortie
sortie officielle et l'avant-première qu'on a faite aussi en décembre, il me semble. Mais je l'ai pas vu au Zola, moi. Ah, tu n'étais pas là? Non. Mais qui était là alors? Passé juste avant. Si tu te rappelles, j'étais passé juste avant. C'est pour ça que je t'ai en mémoire à ce moment-là, tout à fait. Non, je l'ai vu l'avais vu où, toi? au Lausanne Underground Film Festival. Ah oui, et ça, c'est la classe. Est-ce que tu veux revenir un peu sur cette séance? Sur cette séance, écoute, Bertrand Mandico n'était pas là. Ils étaient en train, déjà sur le tournage de leur prochain film. Je sais pas s'il est fini d'être tourné, mais il me semble que oui. Il me semble que oui aussi. Donc, parce qu'il enchaîne un peu les projets en ce moment. Et donc, il tournait Conan la Barbare. On pourra y revenir. Et donc, parce que c'est un habitué un peu du festival, Bertrand Mandico, donc du LUF. Et il a été chaque année depuis, c'est ce que me disait Eric Peretti du festival, chaque année depuis plusieurs années, depuis au moins 10 ans, chaque année il y a un Mandico. Donc souvent un court-métrage. Et il y a 1 ou 2 ans, il y avait son premier long, Les Garçons Sauvages. Et cette année, donc il y avait encore un Mandico, mais il n'était pas en présentiel puisque il tournait. Mais une très belle séance quand même. Hors compétition? Hors compétition, tout à fait, oui. Cette fois, c'était hors compétition. Il me semble que c'était le film, oui, c'est ça, que c'était le film d'ouverture du festival. Ok, voilà. Super, belle ouverture. Alors, beau festival où tu étais membre du jury court-métrage, c'est ça? Ouais, tout à fait. Et j'ai pu voir plein de très cool petits courts-métrages. Et j'ai pu découvrir aussi le dernier long de Lucille Azilalovic. Oui, merci. Je ne sais pas trop si ça se dit comme ça, mais je trouve ça joli de cette manière. Lucille Azilalovic, donc grande cinéaste aussi de genre français, qui présentait son dernier film anglophone pour le coup et qui m'a beaucoup plu. Pour le coup, et ça c'était en clôture et elle était là pour le présenter. C'était une belle séance aussi. Plein de belles séances de toute façon. T'as fait un beau festival, quoi. Voilà, c'est un festival qu'on encourage à aller voir. Je crois que toi aussi. Ouais, totalement. J'aime beaucoup le LUF, donc le LUF à Lausanne en Suisse, qui est un festival de cinéma et de musique underground. Tout à fait. De grande qualité, avec une ambiance très particulière, très agréable. On aime le LUF, on soutient le LUF. Grave. Et en plus ils ont des concerts totalement toujours décalé, dans le sens où tu sais jamais trop ce que tu vas voir. En fait, toi, t'as la plaquette et tu dis « Ah tiens, du piano, sympa !» Du coup, t'y vas et là, t'as un mec qui fait il tape un peu sur les touches en faisant des cris. Pendant ce temps-là, Nicolas mime le piano. Exactement. Très beau geste à l'antenne. Et donc, c'est toujours comme ça. Là, tu dis « Ah tiens, du violon, c'est sympa !» Et là, c'est quelqu'un qui massacre le violon. Et je dis massacrer, pas dans le sens où je juge ça comme pourri, parce que moi, ça m'a plu. Mais il faut rentrer dans le fait que c'est expérimental. Ça va être de la saturation, c'est de la performance, de la saturation. Donc on rentre presque dans une espèce de transe, faut accepter ça. Donc forcément, au premier abord et d'un point de vue extérieur, ça peut faire très bizarre. Et donc c'est toujours comme ça, toujours décalé. On se dit tiens, ça a l'air mignon, ça c'est non. Ça va être forcément un peu inattendu, décalé. C'est la musique underground, c'est un peu tout le sel de ce qu'ils proposent. C'est pareil avec les films, et ils font toujours de très très belles rétrospectives. Il y avait la Christian Exploitation avec Maxime Lachaud. Cette année-là, il y avait plein de choses trop cool. On a eu une rétrospective Isayasu Sato en présence du réalisateur aussi, pas cette année, mais à une édition précédente, donc gros événement aussi. Celle d'avant, même, je crois, non? Il me semble, ou celle d'encore avant. Avec le Covid, machin, je me perds un peu dans les éditions des festivals. Effectivement. Et donc, pareil, une très belle section de long métrage aussi en compétition d'habitude. Voilà, ils ont eu l'année encore d'avant, ils avaient eu Plédurisme, qui était très cool. Plein de belles découvertes à chaque fois comme ça, donc j'encourage effectivement les gens à y aller. C'est pas loin de Lyon. Et on a un petit équivalent français, c'est le MUF, qui a repris du coup le nom du LUF à Marseille. Pareil, underground à fond, très sympathique, dans la jolie petite salle Vidéodrome 2. Vidéodrome qui accueille aussi, il faut le dire, je fais la pub aux copains, Cinéma Brut, le festival Cinéma Brut, donc de cinéma autoproduit, qui est très politique, qui est très mais c'était pas à Paris ça avant? C'était à Paris avant, tout à fait. C'était géré par surtout de Parisiens qui ont un peu laissé la main là à Ludovic. Je salue toute l'équipe, du coup, les anciens comme les nouveaux. Ludovic qui est à Marseille, et ils ont fait leur première édition à Marseille.
Marseille. Je crois que c'est peut-être même la deuxième à Marseille cette année. Et on a pu découvrir notamment, moi celui que j'ai beaucoup défendu, qui est un documentaire qui s'appelle Carnet 88, qui était très cool, qui était le gagnant il y a un an. Et cette année, j'ai découvert quelques films, et c'est toujours très qualitatif, c'est toujours inattendu, c'est toujours... et puis c'est autoproduit, c'est vraiment quelque chose qu'il faut défendre très fort. Moi, j'avais découvert là-bas à Paris The Love Witch. J'étais jury cette année. Eh ben, on était dans la même salle, on ne se connaissait pas encore. C'est tout à fait, ouais. Et The Love Witch, j'étais jury. Et c'était grosse claque. Hein. Et c'était pas mal du tout. C'était du féminisme un peu de droite. Je sais pas si tu l'as ressenti comme ça. Oui, je vois ce que tu veux dire par là, mais je me suis vachement détachée de tout ça pour juste profiter de l'esthétique du film qui est incroyable. Tourne à la pellicule. Ouais, très très décalé. Et on peut le découvrir sur la plateforme Outbuster actuellement, tout à fait. Tu fais de la pub pour tous les copains, ouais, tout à fait. Il faut, parce que c'est quand même des gens qui... Ouais, même Outbuster, c'est pas des gens qui roulent sur l'or. C'est important pour la culture, tout ce qu'ils font. C'est vraiment très très singulier parmi toutes les plateformes qui sont ultra genrées, ultra spécifiques. Là, on est sur du cinéma un peu décalé, du cinéma qu'on aime et qu'on défend en fait au final au travers de toutes nos inspirations. Je pense que c'est intergalactique friendly, on peut le dire comme ça, même si c'est pas du tout purement SF, mais c'est toujours un petit pas de côté par rapport au cinéma mainstream. Qu'on peut trouver sur toutes les plateformes actuellement. Oui, non, mais Outbuster, je conseille à fond. Moi, j'ai découvert récemment Prince, qui est un film très social des Pays-Bas, qui est très très beau, et aussi Greener Grass. Ah, super, on l'a passé au Zola l'été dernier. Ouais. J'adore Greener Grass, il est vraiment excellent. C'est un long métrage... je sais pas comment décrire ça. C'est de la satire sociale. Ouais, satire sociale, c'est vraiment en mode banlieue américaine, très très codifiée, très très bourgeoise. Et là, c'est un peu, ça pousse le creepy très loin et j'adore, moi j'aime beaucoup. Ouais, c'est une esthétique très particulière. Apparemment, tous les films de ce réal sont dans la même veine, un peu avec ce truc hyper lissé, mais qui cache des choses atroces. C'est du Lynch rigolo, en fait, quelque part, dans l'interprétation de la société américaine. C'est vraiment très intéressant, ouais. Ouais, vraiment à voir et un bon moment. Voilà, on a fait la pub pour plein de gens. En tout cas, Cinéma Brut aussi à Marseille et le MUF, n'hésitez pas à y aller, ça vaut le coup. Ouais. Et pour les Lyonnais, le LUF n'est pas du tout loin. Je veux dire, Lausanne, la Suisse, ça reste quand même pas très très loin. Oui, ça va, c'est raisonnable. C'est à 2 heures de route. Faut juste s'y prendre bien à l'avance si vous voulez dormir sur place. Mais tout est faisable. Voilà, allez voir nos amis en Suisse. Et donc, Bertrand Mandico, grand habitué de chez eux, mais réalisateur français, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur, je suis sûr que tu as bossé ça, d'où vient Mandico? Peux-tu nous parler du parcours de cet artiste et en quoi est-il singulier? Alors c'est drôle parce que c'est vraiment la première émission ici que je prépare très très peu. Parce que c'est un truc un petit peu viscéral pour moi. Et pour être sincère avec les auditeurs, je préférais venir un peu comme ça, de manière tout à fait libre. Mais il a été au Gobelin. En fait, il est de l'animation à la base. Et il est très, très inspiré des courts-métrages d'animation de Borovchek. Ouais. Valériane Borovchek. Ouais, Borovchek. Mais ce nom de famille, je suis toujours un peu portée à confusion parce qu'il me semble que dans l'un des courts-métrages de Mandico, Elina Levenson le prononce Borovzik. Et du coup, j'ai longtemps cru que ça se prononçait comme ça. En fait, apparemment, c'est Borovchek. Bref, il est très, très inspiré par son travail d'animation. Donc, il se lance plutôt là-dedans. Puis après, il va continuer avec, toujours sur le format court, des expérimentations autour du stop motion. On a beaucoup de références au travail de Jan Svankmajer aussi, qui a fait Alice et Otesanek. Et si Sileni. vous connaissez. Sileni aussi, qui est incroyable. En fait, pendant très très longtemps, il va se cantonner au court-métrage et aussi à d'autres formes. Il a fait des petits livrets, de la photo, du texte, des petites choses assez délicates, avant de finir par se lancer avec son long métrage Les Garçons Sauvages, et puis à présent After Blue. Tout ça a été aussi entrecoupé par du gros travail sur des clips. Il explore un peu toutes les formes artistiques en fait. D'ailleurs, Conan la Barbare à la base devait être une pièce de théâtre, donc il
investit vraiment tous les arts pour faire un espèce de Gesamtkunstwerk, comme disent les Allemands, un art total. Quand on voit des photos de son appartement, pareil, absolument tout est calculé, tout a un symbole, tout est ultra esthétique. En fait, c'est une œuvre d'art à part entière, je pense. Il s'exploite lui-même tout le temps, il enrichit son univers tout le temps, et il est singulier parce que il est mu par cette force depuis toujours. En fait, je trouve que son travail est assez égal à lui-même de ses débuts jusqu'à maintenant. On retrouve les mêmes obsessions, on retrouve la même esthétique, on voit des variations, hein, évidemment, vu qu'il a un univers très étendu, mais c'est toute cette complexité et toutes ces références qui viennent le nourrir, en plus de ses propres expériences à lui, qui font de ce réal un être assez unique, qui fait des choses assez uniques et singulières aussi. Tu disais, il est assez fan de Borowczyk et de Sven Maker. C'est comme deux réalisateurs donc, des pays de l'Est qui ont fait beaucoup de courts-métrages et j'ai l'impression qu'il a vraiment suivi cette voie lui aussi très longtemps. Je crois qu'il a fait pendant bien 10 ans des courts-métrages et que c'est vraiment un art qu'il a perfectionné volontairement. Pas par... il n'est pas resté dans le court-métrage par dépit, mais j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose qu'il a souhaité et qu'il a longtemps travaillé. Je crois qu'il s'était donné le défi avec Elina Lovanson de faire 10 films en 10 ans, quelque chose comme ça. Je crois qu'il y avait ce défi vraiment un peu fou d'enchaîner. Et donc, est-ce que tu peux me parler un peu de Borowczyk justement et est-ce que c'est un réalisateur qui te parle toi à la base? Donc c'est une de ses grandes influences, très citée dans son cinéma, effectivement. Alors avant d'aller sur Borowczyk, je voulais m'arrêter sur ce que tu disais par rapport au court-métrage, comme quoi il a souhaité faire du court-métrage, et en fait je trouve que, à mon sens, c'est vraiment très très fin et très intelligent de faire ça, parce qu'on est à une ère où le court-métrage sert uniquement de tremplin et de promotion pour un potentiel long-métrage, tandis que normalement le court-métrage est fait pour l'expérimentation, pour l'exploration, pour la forme en fait, pour la matière. C'est un vivier incroyable, c'est vraiment une manne à exploiter et qu'on exploite très mal aujourd'hui, et lui a su faire ça, a su embrasser ce format qui lui va très très bien, qui va très très bien aussi par exemple à d'autres réalisateurs comme Marie Lausier aussi, qui a fait du long-métrage mais qui a fait beaucoup de courts, et c'est toujours du court très très audacieux, très qualitatif, très personnel aussi. En fait, c'est un peu comme si un auteur il écrivait une nouvelle pour promouvoir son futur roman. Ça fonctionne pas, on peut pas étirer la nouvelle. En fait, c'est un style en soi, c'est une manière de faire en soi. Là, je pense que ça s'applique aussi au cinéma. Donc voilà, c'était ma parenthèse sur pourquoi la forme du court-métrage qui persiste chez Mandico. Enfin, après, ce n'est que mon avis. Non, mais je pense qu'il y a un peu de ça. Tout le cinéma, même underground, est beaucoup dans cet amour du court. Je pense aussi à Lydia B. Il y a plein d'artistes comme ça qui font plein de courts-métrages, enfin, qui ont fait toute leur carrière, même sur de courts-métrages finalement. Et qui sont... Peut-être que aussi il y avait cette économie de moyens aussi à une période, mais ça, comme tu dis, c'est une recherche du style, ça me plaît beaucoup. Ouais, carrément. Effectivement, de nos jours, et on peut le dire parce qu'on voit beaucoup de courts-métrages tous les deux, c'est très... il y a beaucoup de courts-métrages très bateaux et qui ont abandonné toute perspective d'expérimentation. Et il y a beaucoup de courts-métrages de plus en plus longs. Nous, pour la dernière édition du Festival du film court, du coup, on a reçu plus de 2000 courts-métrages. Et il y en avait bien un tiers qui faisait 45 minutes. Et en plus, pour pas raconter grand-chose... Oui, après, il y en avait des très beaux, de 45 minutes. On en a sélectionné 2, il me semble, qui étaient vraiment magnifiques. Mais sinon, ça s'étire un peu inutilement, ça veut rien dire. Enfin... C'est pas une performance, quoi. On sent qu'on veut prouver quelque chose qui va au-delà de juste faire un film et prendre plaisir à faire le film. C'est quelque chose de très calculé et du coup très désagréable pour le spectateur. Mais il y a l'inverse aussi, du coup. Parce qu'il y a vraiment, et je pense que Julien, tu vois ce que je veux dire, il y a les longs métrages
qui auraient dû être des courts, et il y en a souvent. Oui, plein. Et tu te dis, mais en fait, je pense à un qui était produit par Soderbergh, qui était, mais c'est un exemple parmi plein, qu'on avait reçu et qui était passé à l'Étrange Festival. Mais en fait, il racontait pas grand chose dedans. Ça tenait très bien dans 25 minutes. Et c'était dommage d'en faire un long qui avait pas plus de choses à raconter qu'un court métrage. Ça arrive souvent. Et moi, dans le festival documentaire, ça arrive souvent aussi parce que des fois, les gens cherchent à étirer les choses. Alors des fois, évidemment, il y a plein de longs qui arrivent, qui ont quelque chose à raconter, qui a besoin d'être étalé sur un long métrage, mais il y a une espèce de tendance, j'ai l'impression des fois pour des auteurs, une facilité à se dire mais en fait on va en faire un long métrage, donc ils vont étirer leur histoire, et justement pour ne pas faire le court métrage parce qu'ils ont déjà fait 1 ou 2 courts métrages et que voilà, ils veulent faire du long métrage, c'est plus prestigieux, etc. Ouais, totalement. Et du coup, tu veux qu'on retourne sur Borowczyk ? Ouais, pour parler, quitte à mentionner cet auteur, il est quand même pas très connu, surtout des gens de notre âge, je pense, de nos jours. Il est pas très regardé, il est pas facile à regarder non plus, je veux dire, pas facile d'accès, donc autant lui faire parler un peu de cet auteur aussi au passage. Alors, je connais pas très bien sa biographie, par contre, je pense connaître assez bien son cinéma. Lui aussi, il est quand même dans une espèce de démarche d'art total, donc il a fait beaucoup de courts-métrages, il a fait de l'animation, il a fait du film live, mais il a aussi créé des instruments de musique un peu expérimentaux. Il a créé beaucoup de dispositifs, en fait, qu'il utilisait dans ses films, des espèces de portes, de boîtes, de choses comme ça. Enfin, il travaillait beaucoup la matière, la forme un peu malléable comme ça. Et il est notamment connu pour 2 films, je pense, Les Contes Immoraux, dans lequel on voit Fabrice Lucchini tout jeune. Donc pour que ça parle un peu aux auditeurs, Fabrice Lucchini, ça va, on situe. Et puis son autre film connu, c'est La Bête, qui est un film autour d'une bête qui hante les bois et qui serait une bête en fait avide de sexe. Et du coup, il y a des scènes de sexe un peu explicites avec cette bête qu'on apparente un peu à une espèce de loup-garou ou quelque chose comme ça. C'est un film assez sulfureux et assez décrié aussi. Mais il a fait des choses beaucoup plus douces, comme Blanche, par exemple. Blanche, qui est un vrai film de chevalier, en fait, avec des décors très minimalistes mais somptueux, toute une histoire d'amour, de vengeance, enfin quelque chose de beaucoup plus conventionnel mais avec un univers qui l'est moins. C'est quelqu'un aussi qui semble s'intéresser beaucoup au théâtre parce qu'on va énormément être sur du premier plan, en fait, tout sur un même plan, des plans fixes, des acteurs qui vont déclamer leur texte, et parfois tout ça entrecoupé de gros plans sur le visage, sur les yeux. Enfin, le rythme est vraiment très très particulier et ça donne un aspect un peu fantasmagorique à toute sa filmographie. Et je pense que c'est ce qui a intéressé Mandico, en fait, c'est tout cet à côté du cinéma conventionnel, toutes ces petites choses qui font la singularité de Borowczyk. Et je pense qu'il faut rajouter, parce que c'est pas évident forcément, mais c'est du cinéma plutôt dit érotique. Son cinéma, je pense qu'il est facilement classé dedans. Mais les années 80 et 70-80, c'est vraiment la période où il a beaucoup réalisé. Il faut savoir que c'est une période où il y avait beaucoup de cinéma érotique, notamment dans les années 80, et notamment très pauvre. C'est-à-dire très inintéressant, avec des vieux acteurs un peu connus à une période qui commence. Il y a beaucoup de vieux acteurs comme Helmut Berger qui ont fait de l'érotique à cette période, parce que leur carrière était en perte de vitesse, etc. Il y avait beaucoup de films très pauvres niveau scénario, niveau cinéma, etc. Mais du coup, cet auteur-là, je trouve qu'il se distingue sur cette période, notamment justement parce que lui, c'est pas du tout, enfin, c'est pas grave de faire cinéma érotique et ça n'a rien de dégradant, mais il a porté quelque chose de plus auteur dedans, voire intellectuel en fait, parce que c'est un cinéma plutôt intellectuel. C'est assez social et engagé. Quand on voit Gotho, l'île d'amour, c'est quand même une énorme critique du fascisme.
Enfin, oui, il a un vrai Tinto Brass, sous-texte. il avait un peu, enfin, Tinto Brass, c'est pas le même non plus délire, mais qui a un autre réalisateur, donc lui italien, qui faisait du cinéma érotique, et qui disait beaucoup de choses à côté dans ce cinéma. Et donc, Borucek, lui aussi, c'est une de ses particularités. Tu parlais de théâtre, c'est aussi les décors quand même, qui a un espèce de gros travail sur le décor, je trouve, dans ces films en général. Mais un décor assez épuré, je trouve, quand même, des lignes très froides. Oui, voilà, c'est très théâtral, tout à fait. Alors que Mandico, à contrario, lui, il est dans l'opulence, dans le baroque, ça déborde de partout, chose qu'on va moins retrouver chez Borovtchik, mais qui est suggérée quand même, notamment dans la manière dont il va présenter les corps. Il y a souvent des fluides, c'est moite, ça déborde un peu aussi. Enfin, il donne des sensations plus que vraiment du visuel. C'est que du ressenti au travers d'une myriade de petites choses. C'est vraiment très subtil, en fait. Et alors, on peut parler, je sais pas quelle heure il est, je regarde, 25-6, mais on peut parler un peu de son premier long métrage et de ses courts métrages de Bertrand Mandico. Est-ce que t'as un court métrage préféré de Bertrand Mandico ? J'aime bien Notre-Dame des Hormones. Ah oui. Ouais, parce que j'aime beaucoup tout le dialogue qu'il a au travers de toute sa filmographie autour de ce qu'on peut appeler la ménopause des actrices qui, passé 30 ans, en fait, sont sur le déclin et vont plus être sollicitées de la même manière. Leur vie professionnelle change, en fait, à cause de leur âge. C'est un phénomène qu'on rencontre un peu moins chez les acteurs quand même, pour plein de raisons dont on va pas débattre aujourd'hui parce que ça pourrait être très très long, mais Notre-Dame des Hormones, c'est tout à fait ça. C'est deux femmes qui ne sont plus dans leur prime jeunesse et qui s'explorent un peu comme ça, avec une espèce de machine à sexe hyper organique. C'est un espèce de petit animal dont elles se servent pour leur plaisir. Il y a quelque chose de très lancinant dedans. Et puis les couleurs qu'on retrouve chez Mandico, donc les camélieux de violet, de rose, de bleu, de noir. Enfin, c'est très charmant. C'est somptueux niveau image, ça ressemble souvent à rien que l'on ait déjà vu. Ou à un peu plein de choses qu'on a déjà vues. Ou à plein de choses. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Et avec, on retrouve peut-être ce côté-là aussi, tu disais, chez Borucek, ce côté décor théâtral. C'est-à-dire, les décors chez Mandico font pas forcément réalistes. Ça fait studio, quoi. Ça fait studio, mais ça nous empêche pas ça empêche pas l'immersion. Mais oui, il y a ce côté un peu décor de carton-pâte, mais très beau, mais pas cheap, quoi. Ouais, mais du coup, que je comparerais plutôt à Jim Henson. Ok, oui, carrément, ouais, totalement. On est complètement là-dedans, encore plus dans After Blue. Oui. Mais oui, c'est plus. Il est hyper loin du théâtre, Mandico, je trouve, sauf dans la manière de déclamer les textes et dans le dialogue. Là, il s'en rapproche, mais dans le décor, c'est du Jim Henson à fond, quoi. C'est du Jim Henson, ouais, c'est vrai que ça se côté Jim plus, Henson, pour situer, Dark Crystal. Dark Crystal, Labyrinthe. Voilà, ça situe bien, à mon avis. J'espère que vous aurez la référence, sinon vous pourrez aller chercher, c'est très très beau. Et sinon, il fallait venir au Ciné Mystère de il y a quelques semaines ou mois. Celui de décembre, effectivement. On l'avait diffusé, c'était cool. Et pas mal de gens ne l'avaient pas vu. Oui, pour le coup, tout à fait. Et des gens de notre âge plutôt ? J'en ai pas un souvenir extrêmement précis, mais... Non, il y avait beaucoup de jeunes. Il y avait beaucoup de. Ouais, ça a été publié sur Lyon, City Crunch, etc. Donc on avait pas mal de gens qui venaient découvrir le concept et des jeunes qui ont été assez décontenancés par l'objet. C'était pas sur Netflix aussi. Enfin, quoi qu'il y a la série sur Netflix. Il y a la série sur Netflix. Non, c'est juste vu qu'ils savent pas ce qu'ils vont regarder, qu'ils tombent là-dessus, voilà. Mais non, les gens étaient contents en général, hein, mais c'est vrai que décontenancés. Très bien. Les gens qui m'écoutent, il faut que vous voyez des films qui vous dérangent. Il faut vous secouer un peu dans l'art. Faut pas toujours. Moi aussi, j'aime bien regarder une petite série qui fait plaisir, un petit Cobra Kai. Mais des fois, il faut regarder un truc qui nous gêne, qui nous dérange. C'est fait pour ça un peu le cinéma. C'est pas juste pour nous conforter. Cobra Kai n'est pas très dérangeant. Et si les gens, en fait, on a le Twitter, mais tu sais ce que j'ai découvert via la nouvelle. J'en profite. Petite parenthèse technique de Radio Canu. J'ai découvert ça via la fiche technique qu'on m'a envoyée en tant qu'organisateur d'émission. C'est qu'il y a un téléphone qui est là.
Oh. Et les gens, ils peuvent appeler. Et si je monte ça, on peut entendre les gens à l'antenne et parler avec eux. Oh mon Dieu, il faut qu'on fasse Bien. ça. Alors, je sais pas où il faut appeler quand on reçoit, faut que je regarde ça. Mais si vous appelez au 04 78 39 18 15, je sais pas, on peut prendre votre j'aurais appel. pu, Oh là là, c'est parce super. que je connais Elina Lowenson, on aurait pu se faire un call et tout en pleine émission. On va pouvoir faire ça Mais maintenant dans le futur, ouais. en fait. On va pouvoir Ok. faire venir des stars, même Clara, quand elle sera au loin. Parfois, on acceptera son appel. Sinon, on lui raccrochera au nez. Mais rien n'est fait encore, rien n'est Ah, c'est Ok, fait. ça, ouais. eh ben, On on va essayer d'en profiter sur les prochains thèmes. Non, mais ouais, ouais. faudra faire 2-3 tests techniques, mais non, c'est pas compliqué. Il y a le téléphone est là et j'ai le bouton tel qui me permet de faire parler les êtres humains. Donc on peut recevoir des coups de fil de qui on veut, quand on veut. Quoi. C'est parfait. Incroyable. Cette ouverture d'un coup d'univers qui se passe. C'est clair, Waouh. vraiment, on aurait pu en profiter à plusieurs occasions, je crois. Ah, de ouf. Rien que là, Non, mais c'est maintenant, c'est bien. Ouais. On évolue, tu vois, chaque chose. le changement, c'est maintenant. C'est ça, on un peut le petit dire. pas après un petit pas, tu vois. D'abord, on apprend à faire une émission, après, on apprend à la faire en mode ouais, bon, on l'a fait, on est content. Et maintenant, on peut avoir des coups de fil. C'est une évolution. Bientôt, on va se commander des Uber Eats. Ouais, mais si vous voulez nous envoyer des Uber Eats, n'hésitez Voilà. pas, hein, vous Mais avez si- l'adresse de Radio mais si Canada. vous Alors, écoute- Nicolas est très compliqué niveau Si- bouffe, hein, par contre. Oui. Ah oui, apprenez à c'est le vrai, ça va être connaître. l'enfer. Tu peux manger des champignons, c'est ça concrètement? Non, faut pas de C'est champignons. pas de champignons, c'est ça, ouais. C'est plus de ça. Pas de fruits de mer, non, mais on va pas tout lister. ça. Il peut rien bouffer. Mais en tout cas, si vous êtes sur le podcast, etc., n'appelez pas, parce que ce sera sûrement une autre émission, ils comprendront pas. Donc voilà. Oui, c'est clair. Mais de toute façon, ils ont pas de notre numéro. Jals out. Ich bin ein riesiger Berg. Ich bin ein Stein. Ich bin ein Stein unter einem Stein, unter einem Stein. Ich bewege mich so langsam, dass ich unbeweglich aussehe. Footbach, Wildbach, Bäche von meinen Tränen. Niemand hört es, als ich schreie. 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 Ich bin ein riesiger Berg. Donc Dark Crystal, effectivement, Jim Henson, c'est pas mal bien vu pour son univers, effectivement, qui est très. Moi, je dis carton-pâte, mais c'est pas un sens négatif quand je dis ça. C'est un C'est sens artisanal, en ouais, fait. c'est artisanal, et puis juste les gens, j'ai l'impression aussi peut-être qu'il y a ce rejet plus facile de. Mais ça, c'est pas pour tout le monde, mais on est moins habitué à voir des films dans des. On a une petite musique là, ok. On est moins habitué à voir des films dans des décors non réalistes de nos jours. Ça arrive quand même moins. Alors je parle, sauf les Marvel et tout, mais maintenant ils essaient d'imiter au mieux le réel, même sur fond vert. Et donc effectivement, je crois que ça doit décontenancer peut-être de nos jours dès qu'il y a des films, des choses qui sont faites en studio ou clairement où on n'est pas dehors, etc. Donc, je pense parce que je pense que il y a moins de soin qui est apporté à la création d'univers, tout simplement, d'une faune, d'une flore, comme a pu le faire René Laloux avec La planète sauvage. C'est moins centré là-dessus, en fait, sur l'environnement qui devient réellement un personnage, en fait.
Dans Les Garçons Sauvages, ça a été vraiment beaucoup travaillé. Dans After Blue aussi, on a des plantes avec des poils, on a des plantes qui suent, qui suintent. On a en fait la nature s'exprime au même titre que les êtres, et du coup, faut absolument réinventer toute cette nature. Dans le cas de Mandico, lui donner quelque chose de très très organique et très sensuel, et ça on le fait moins parce qu'on donne moins de sens à l'environnement, je trouve, des personnages. Oui, tu veux dire, alors on donne moins de rôle à un lieu, etc. On le donne dans l'horreur beaucoup à la maison, beaucoup, oui. à la forêt, à des choses qui vont être acteurs de l'horreur. Mais je trouve qu'il y a peu, en effet, de créativité, en tout cas au point qu'atteint Mandico dans le reste du cinéma contemporain en termes d'utilisation des décors. Il y a peu de genre aussi en France, mine de rien, parce que c'est mal financé, voire pas, parce que on a pris des voies différentes dans notre façon d'aborder le cinéma, etc. Bien qu'on a des grands noms, enfin je veux dire, bon, déjà on a Méliès, je veux dire, le mec qui a créé le cinéma de genre quasiment, enfin c'est même pas quasiment, le mec qui a créé le cinéma de genre. On a en France, on a eu plus récemment, on parle de décors, Caro et Jeunet quand même, on aime ou pas, mais oui, il y a un vrai travail. Mine de rien, ils ont fait ils ont mis la main à la pâte pour créer des univers dans Delicatessen et La Cité des Enfants Perdus, des vrais univers, voilà, très très travaillés, etc. Mandico effectivement le fait. Je suis en train d'un peu penser à des cinéastes qui font ça de nos jours, et c'est vrai que c'est un peu plus difficile. Mandico a vraiment pris cette place qui n'existait presque plus, j'arrive, je vais faire vraiment créer des décors, développer un imaginaire, je veux dire en dehors de costumes. Ouais, c'est vrai que c'est beaucoup plus rare de nos jours, et il a appris. Je pense que c'est lié aussi à. On parlait de sa formation d'animation, mais c'est vrai que dans l'animation, il y a cette presque obligation de devoir concevoir tout de A à Z, et donc d'avoir la main sur tiens, je veux que le décor soit exactement comme ça. Ouais, c'est vrai qu'il doit y avoir un rapport, en effet. Et donc effectivement, il a un peu repris ça de l'animation en disant là mon décor je veux qu'il soit exactement comme ça, même s'il n'est pas réaliste, etc. Donc mais c'est vrai que c'est peut-être un des seuls à le faire aujourd'hui, déjà un cinéma de genre un peu je sais pas comment tu décrirais son cinéma à Mandico, parce que de genre ça c'est vite flou et vague, parce qu'il y a aussi donc ce côté intellectuel que je donnais chez Borowczyk, il est plutôt évident aussi chez Mandico, fantasmagorique aussi. On peut le décrire de pas mal de façons. Je pense que le meilleur moyen de découvrir de savoir ce dont. Mais c'est onirique en fait, ça participe du rêve, et c'est aussi très viscéral en fait. C'est un rapport au corps assez constant, mais un corps qu'on va déformer, réinventer, ouvrir, fermer, un corps hyper vivant en fait, et je trouve ça du coup assez beau comme dualité. Un truc hyper onirique, hyper détaché de tout, hyper flottant, et cet autre rapport à quelque chose de beaucoup plus terre-à-terre, de beaucoup plus palpable. Je trouve qu'il est vraiment dans cet entre-deux-là. Et après, il faut le dire quand même, et c'est pas péjoratif, moi c'est ce qui me plaît dans le cinéma de Mandico, c'est que c'est surtout du cinéma de référence en fait. Ah bah oui, c'est vrai qu'il y a... Et ça peut vraiment déplaire, notamment pour les personnes qui n'ont aucune référence. Je pense qu'elles accèdent pas du tout au même niveau de lecture de ces films, et ça peut laisser une sensation assez désagréable, presque une sensation d'élitisme de sa part. Il y a déjà des personnes qui m'en ont parlé en de ces termes, mais qui avaient l'air assez sincères dans leur démarche. Moi en tout cas je comprends que ça puisse être ressenti comme ça, mais j'aime beaucoup parce que dans ses films, il parle des films que j'aime, en plus de faire ses films à lui. Et c'est un truc un peu total et absolu, d'une capsule cinéphilique il la manie avec brio. Mais c'est un cinéma de référence, avant toute chose. Ouais, mais de référence que personne n'a quasiment. Enfin, vraiment, faut qu'on se rende compte aussi qu'en tant que cinéphile, sur ce genre de films, de références, d'auteurs qu'on cite depuis tout à l'heure,
La plupart, beaucoup de gens en tout cas, et d'autant plus de notre âge, l'ont de moins en moins, sauf les plus les plus aventureux. Mais d'où le côté un peu élitiste, entre guillemets. Ouais. Parce que, tu vois, je fais partie de ces gens qui connaissent ces références sans vouloir me vanter du tout. Hein. Oui, C'est non, juste mais ça. bien sûr, Je suis profondément c'est marquée évident. par son cinéma parce que j'ai eu l'impression qu'il s'adressait à moi directement, parce qu'il parle exclusivement des choses que je connais et on est peu à les connaître. Et d'où l'utilisation de ce terme-là, quoi. Ouais, et effectivement, il est très sincère là-dedans. C'est quelqu'un qui est passionné de cinéma de genre, très à l'ancienne, années 60-70. Je pense qu'il est vraiment dans ce genre d'époque. Sur Chaos Reign, il a balancé la liste des films dont il s'est servi de référence pour faire After Blue. Alors, Et il commente chaque film en expliquant pourquoi c'est une référence pour After Blue. Il y en a 78, donc je vais pas tous les faire, mais là, si je passe rapidement, il y a Eureka de Nicolas Roeg, super. il y a La Planète Sauvage, El Topo, Dune, mais qui n'existe pas, du coup, Oui, le Dune fantasmé. Mais ce film, de toute façon, Dune, de Jodorowsky, je peux en parler longtemps, de toute façon, c'est un sujet que j'aime beaucoup. C'est un film qui a énormément influencé beaucoup d'auteurs, Oui, et c'est presque un des films les plus influents des années 70, mais qui n'existe pas, juste. Voilà. Et encore une preuve, voilà. Bah ouais, il est là-dedans. After Blue, si vous allez le voir, et je vous encourage grandement à le faire, c'est aussi un western, en fait. Ah oui, oui. Donc dans les westerns, il y a Le Grand Silence, il y a Il était une fois dans l'Ouest. Dans le côté psychédélique, on a Salomé de Carmelo Bene, qui est absolument magnifique. On a du Kenneth Anger avec Lucifer Rising. On a Zardos de Boorman. On en a une pléthore, quoi, et de références qui nous parlent. Enfin, qui te parle à toi, qui me parle à moi aussi, et c'est ça qui est fascinant et enivrant dans son cinéma. Ouais, et effectivement, il y a toute une phase cinéma psychédélique dans les années 70 notamment. Il n'y a pas que El Topo, mais il y en a d'autres. Hein. J'ai oublié le nom. Il y en a un que j'aime beaucoup, mais j'ai un peu oublié son nom. Mais ouais, c'est un peu un genre, le western psychédélique. Ouais, avec Tire encore si tu peux, aussi, qui est magnifique. Notamment, mais il y en a un américain que j'aime beaucoup qui est très psyché et qui est fin des années 60, je crois. En tout cas, c'est vrai qu'on peut parler un petit peu là maintenant de ces longs métrages, et notamment donc des Garçons Sauvages et de After Blue, et surtout de After Blue. Pour les auditeurs qui nous écoutent, je ne sais pas si vous avez vu Les Garçons Sauvages. Moi, j'avais beaucoup aimé. Je l'ai vu très très tard. Je sais pas pourquoi. J'avais peut-être un peu peur d'être déçu, même si les gens étaient plutôt dithyrambiques. Toi, tu l'as vu dès sa sortie, j'imagine ? Moi, je l'ai vu en avant-première, en présence de Mandico au Comédia, du coup. Et ça a été une claque énorme, à un tel point que j'ai jamais revu le film. Je me suis acheté le coffret, le truc, le machin. J'ai une affiche 120 par 160 dans mon salon, mais je refuse de le voir de nouveau parce que je veux le garder absolument intact en mémoire, tellement ça m'a soufflé. En fait, j'avais trouvé ça incroyable parce que j'avais jamais vu d'équivalent. Ou, comme je le disais tout à l'heure, j'ai vu 1000 équivalents, mais pas tous réunis en même temps comme ça, et ça a fait exploser mon petit cœur, en fait. Et je veux garder cette sensation-là intacte. J'ai trouvé particulièrement réussi, si on accepte évidemment le délire, et ces genres de films, effectivement, qui, pour quelqu'un qui est habitué qui n'est pas forcément habitué au cinéma underground, on va dire ça comme ça, pourrait être mis de côté si tant est qu'il n'essaie pas d'accepter la proposition artistique. Mais dès lors qu'on l'accepte, il n'y a pas de souci. C'est pas un film... c'est un film qui a une histoire, c'est un film qui a une cohérence narrative, etc. Donc là-dessus, je pense qu'il ne faut pas avoir peur, mais oui, qu'il y a une proposition assez forte de cinéma, quoi. Alors, pour rappel, pour les auditeurs, Les Garçons Sauvages, c'est l'histoire d'une bande de garçons très effrontés qui pour être... Effrontés. J'aime les euphémismes. J'aime bien ce mot, donc on va utiliser celui-là, écoute. Mais en tout cas, ils sont punis et ils sont envoyés sur une île, en fait, où petit à petit leur corps va changer. Grosso modo, hein. C'est un peu plus fin que ça, mais là on a la trame narrative principale des Garçons Sauvages.
Il y a un débat qui s'est fait un peu sur les garçons sauvages et qui peut se faire sur After Blue, et j'aimerais bien avoir ton avis. Je pense que tu vas défendre le truc ou pas, hein, mais Bertrand Mandico et son rapport au féminisme et à la sexualité, etc. Je crois que ça a pu faire grincer aussi des dents certaines personnes sur sa manière d'aborder le féminisme, les femmes, etc. Comment tu vois ça, toi En fait, c'est un problème que je rencontre aussi. Je pense que Bertrand Mandico, c'est quelqu'un qui est très très fan aussi des décadents, de tout ce mouvement de littérature français de la fin du 18e, si je dis pas de bêtises, où on avait peu de considération pour la femme. La seule considération qu'on lui apportait, c'était une considération physique, avec ce mythe de l'androgyne qui refaisait surface, avec quelque chose aussi de très très opulent. Enfin, la littérature décadente fait beaucoup penser au cinéma de Mandico dans toutes ces références-là. Donc c'est des références qui sont siennes, et forcément il va tomber dans les travers de ces références, mais je pense que c'est une recherche purement esthétique, parce qu'il a un amour sincère et non intéressé pour ses actrices. Il a un vrai lien avec elles de confiance, il a un vrai dialogue avec elles. Vima Laponce sur After Blue, ils ont beaucoup dialogué apparemment. Enfin, il y a eu une grande liberté qu'il leur a laissée, un peu à l'équivalent de ce qu'a fait Gaspard Noé avec Lux Aeterna, qui a vraiment laissé les rênes à Charlotte Gainsbourg et Béatrice Dalle. Là, dans After Blue, moi, ce que je ressens, en tout cas, quand je vois le film, c'est Elina Lovenson, comment elle s'appelle, l'actrice principale qui joue Roxy. Stacy Non, c'est pas. Mais je vois très oui, désolée pour elle, j'ai oublié un instant son prénom. Donc elle et Vima Laponce ont les reines aussi du film. On sent qu'elles ont vraiment toute leur place, mais c'est empreint d'une esthétique très décadente qui est à l'opposé du féminisme actuel. Par contre, je pense qu'il a vraiment des considérations pour ce mouvement, qu'il essaye vraiment, entre guillemets, de faire de son mieux, d'être un bon allié là-dedans, mais avec forcément un certain male gaze, parce que il est empreint de tout ça, de toutes ces références-là. Oui, je trouve qu'en fait, c'est qui, voilà, c'est ça. Mais qui réfléchit sur le genre, notamment dans Les Garçons Sauvages. Complètement, il s'interroge constamment là-dessus, et surtout, il s'interroge constamment sur la sexualité. Donc forcément, qui va représenter des femmes sexuelles, charnelles, sensuelles, mais pour mieux déconstruire tout ça. Enfin, c'est une sexualité qui est pas du tout normée. C'est une sexualité, une fois de plus, je le dis encore parce que c'est ce qui est vraiment emprunt dans son cinéma, c'est une sexualité qui déborde. Tu vois, il y a des poils, il y a des fibres, il y a des fluides. C'est pas du tout ce qu'on va voir dans le porno actuel où c'est tout lisse de partout, il y a rien qui dépasse. Là, c'est, je pense qu'il considère le corps comme un corps, pas forcément comme pas le corps d'une femme ou le corps d'un homme, juste comme un corps vivant, et c'est ça qu'il va chercher à exprimer. Oui, il y a de la transformation physique, il y a c'est quelqu'un qui efface les frontières, en fait. Donc moi je pense que ce débat, c'est pas que c'est un non-lieu, parce que c'est bien d'en parler, je comprends que ça interroge des personnes, mais je pense que c'est pas un débat qui devrait tourner vers lui, en tout cas, parce qu'il est trop loin des préoccupations actuelles et des considérations actuelles, normées, contemporaines, tu vois. Mais c'est pour ça que son cinéma est intéressant, parce que il fait se poser ces questions, en fait, finalement. Tu vois, sur le genre, sur le féminisme. C'est presque des choses qui viennent en tête en regardant le film, mais on sait pas trop pourquoi, vraiment, et on voit. C'est pas comme s'il nous disait, il avait un message clair là-dessus où il disait oui. Donc voilà, ça fait se poser des questions presque naturellement, et ça fait aussi, c'est une des forces de son cinéma. Je pense que on va pouvoir parler de After Blue. On a du temps et on a assez de temps pour en parler. Donc si t'es d'accord, c'est bien After rentrer Blue, dans du l'art. coup. Ouais, moi je crois que je t'ai dit direct que je crois qu'il était trop long. Je pense que donc c'est ma seule critique du coup. Donc je l'ai fait en première parce que après le reste je serais plus dithyrambique. Mais oui, After Blue c'est très bien. Ça a bien 20 minutes de trop, je pense. Parce que je pense qu'on lui laisse aussi beaucoup de liberté et que là c'est moi qui m'avance, hein, donc j'en sais rien. Peut-être qu'on lui a fait couper des morceaux du film, peut-être que
Peut-être que je sais pas, mais en tout cas, j'ai l'impression que il a beaucoup de liberté et qu'il la prend et que le film dure assez longtemps et à mon avis, il aurait gagné à être plus fort, à être un peu moins long. Mais de 20 minutes, hein, c'est pas énormément de temps, mais voilà, c'est un film qui a en tout cas une temporalité un peu à l'ancienne, à la 70s. Ce qui est pas pour me déplaire, moi qui adore cette période-là. Donc moi, de mon côté, je peux rentrer dedans. Mais j'ai l'impression que niveau histoire, ça aurait pu s'en passer de 5 minutes. Pour le reste, je finis avec moins de vie, comme ça je te laisse partir dessus. C'est pour le reste, j'adore l'histoire, j'adore l'univers et je m'attendais pas du tout à ce que ça soit un western. Pour moi, j'allais voir juste un film de SF et ça en est un d'une certaine manière. Donc, mais voir SF, fantasy, western, ça mélange beaucoup de genres. Et voilà, comme d'habitude, tout est très beau, visuellement incroyablement beau. La poésie, parce que c'est des poésies, ces films, il y a aussi ce côté-là. Les acteurs, tout ça, j'adore. Hein. Et toi, qu'en as-tu pensé ? Déjà, j'étais en train de me dire aussi en t'écoutant, je sais pas toi, mais moi, ça me met toujours légèrement mal à l'aise de parler d'un réalisateur vivant, francophone, qui potentiellement du coup peut totalement dire bah non mais c'est n'importe quoi ce que vous racontez là. Et du coup voilà, en fait pour rappel, ce qu'on exprime ici c'est juste notre propre ressenti par rapport à l'œuvre et par rapport à l'artiste. Du coup maintenant que les choses sont éclaircies de ce côté-là et que je me protège comme ça. Non mais après les Français veulent des réponses, alors Clara. Non mais on a Bertrand Mandico au téléphone. Il appelle 04 78 39 18 15, il arrive dans 5 minutes. Mais vraiment après regarde, je crois que c'est en fac de littérature tout ça, ils seraient les premiers à dire l'auteur n'est pas forcément toujours le plus légitime à parler de son film. Alors, oui, mais là on parle d'intention aussi, oui. Quand même. Moi, en tout cas, c'est ce dont je vais parler là maintenant. C'est de ce dont tu vas parler, d'accord. Oui, parce que effectivement. En fait, je le trouve un peu trop long aussi, mais parce que y a un problème de rythme. Je pense que avant de faire After Blue, il a fait beaucoup de clips et on part sur un film clipesque. C'est la première chose qui m'a marqué dans le mixage son. La présence de la musique est vraiment plus forte qu'avant. Et on est sous la forme de clips vraiment de scénettes comme ça, qui correspondent au rythme de la musique. Puis ça s'arrête, puis on passe à autre chose, etc. Donc je trouve en tout cas au début, toute la partie du début, les 40 premières minutes, je pense, je les ai trouvées un peu longues à cause de ça, à cause de ce rythme que j'arrivais pas à trouver du tout. Je savais pas trop où on voulait m'emmener. D'habitude, ça me dérange pas. Mais là, je sentais que j'arrivais pas à raccrocher les wagons, en fait. Et je trouve que ça se met vraiment en place après ces 40 premières minutes, notamment, vous le verrez sans vous spoiler, mais notamment avec l'apparition du personnage de Vima Laponce. Une fois que ce personnage est vraiment bien en place et que plein de choses vont graviter autour, là, ça y est, c'est parti, c'est lancé. Et en effet, les actrices sont incroyables, les décors sont magnifiques, les costumes sont magnifiques, les dialogues sont pas fous, mais c'était déjà une faiblesse ailleurs et c'est pas si grave. En fait, moi, ça m'a pas gêné, en tout cas dans le visionnage, parce que en fait, on est tellement pris par tout plein d'autres sons, par un environnement sonore hyper travaillé, par la musique, par le visuel, que les dialogues, ça sert vraiment juste de support à l'avancée du scénario, mais ils sont pas si importants que ça, je pense. C'est littéraire, moi je dirais. Enfin, toi, ça fait jamais. C'est toujours très. C'est très théâtral, voilà. Mais ça me dérange pas, hein, l'acting un peu théâtral, les dialogues un peu théâtraux, mais là, dans ce cas-là, je trouve que ça collait pas non plus hyper bien, que ça dénotait peut-être un peu avec tout le reste de l'atmosphère, mais ce qui en soi est pas si gênant que ça. Enfin, c'est pas vraiment un reproche, c'est une observation. Mais sinon, ouais, les décors sont vraiment très très beaux. Moi, c'est ça qui m'a scotché. Un travail sur les lumières incroyable. Ce qui est fou aussi, c'est qu'apparemment, il y a pas d'effets spéciaux numériques. En fait, c'est tout fait à même c'est tout fait des effets de superposition de machin vraiment à l'ancienne, quoi. C'est du cinéma artisanal comme on l'aime. On sent la main
du réalisateur derrière tout. Tout est palpable en fait, et ça c'est vraiment très très agréable parce que du coup le fond et la forme sont hyper raccords tout le temps. De quoi ça parle alors, After Blue ? C'est l'histoire de Roxy, qui est une jeune femme. On suppose du coup que c'est une femme. D'ailleurs non, c'est même pas on suppose, c'est une femme parce que du coup il n'y a plus que des femmes sur la planète qui est habitée, qui n'est plus la Terre, qui est une autre planète. Les hommes en fait sont tous morts, mangés par leurs poils qui leur poussaient de l'intérieur, etc. Et Roxy va trouver enterrée dans le sable une autre femme qui s'avère être une femme très très dangereuse, et aux côtés de sa mère, en l'occurrence Elina Lovenson, elle va devoir partir à la recherche de cette fugitive pour l'empêcher de répandre le mal. Voilà. Alors Elina Lovenson, elle a une beaucoup plus grande place dans ce film-là que dans le précédent. Ouais. Moi j'aime beaucoup, je l'ai interviewée sur mon émission Twitch. Fais mon émission Twitch, tant que j'ai pas d'ordinateur, ça va être compliqué. Oui, effectivement. Il faut vraiment que j'ai un ordinateur. Envoyez des sous s'il vous plaît, j'ai pas de quoi. 0478 30 15. Si vous voulez que je reprenne les lives. Et on avait un peu évoqué ce film qui est maintenant sorti. J'aime beaucoup cette actrice. Alors pour ceux qui l'ont pas, je vais faire la pub de Elina parce que j'aime beaucoup cette actrice. Allez, oui, on peut. Autant en parler 2 secondes. Vous la verrez dans plein de très grands films. Dans quoi je l'adore ? Dans Sombre. J'aime beaucoup Sombre de Grandrieux. Un film français qui est incroyable et assez underground aussi, hein, c'est un cinéaste qui reste confidentiel. C'est une actrice qui a beaucoup gravité à l'époque, donc dans une certaine scène new-yorkaise de cinéma indépendant, donc notamment chez Al Hartley. Elle était incroyable. Elle a commencé très jeune dans le cinéma de Al Hartley, Simple Man notamment, et elle a joué avec Lynch dans Nadja. le film Nadja. Très très bizarre ce film. Très étrange. Très étrange, vraiment. Ouais. Elle a joué avec Jude Law dans Les larmes de la sagesse du crocodile. Moi j'aime beaucoup ce film-là. Je sais qu'il n'est pas très aimé, mais il est incroyablement bien réalisé. Je trouve qu'il est très beau et je trouve que c'est une très belle proposition de cinéma de vampire. Voilà, donc c'est une actrice qui est assez incroyable, alors qui n'est pas américaine à la base, hein, qui est de Roumanie, je crois, et qui est arrivée très jeune aux États-Unis, et qui depuis les années 90 est en France. Et donc elle a commencé à jouer dans plein de films français, voilà, donc je citais Sombre. Donc avant ça elle avait joué avec Spielberg, avec pas mal d'auteurs. Elle jouait même dans Basquiat. Et puis maintenant elle joue dans le cinéma de Bertrand Mandico, que ça soit du court, du long, c'est un peu son actrice fétiche. C'est son actrice fétiche. Et tu vois, je pense qu'on pourrait même pas utiliser ce terme d'actrice fétiche qui l'objectifie un peu. Oui. C'est juste la partenaire de cinéma de Mandico, quoi. Oui, parce que quand je parlais de leur défi là, de faire un certain nombre de films en très peu de temps, un film par an ou par mois, je sais plus ce que c'était, mais c'est quelque chose de vraiment incroyable qui s'était lancé. C'était un défi que eux deux se sont lancés. Donc effectivement c'est plus un partenariat, vraiment très prolifique que c'est vrai que t'as raison, le terme me dérange toujours un peu Là, en tout cas, c'est pas le cas. C'est juste vraiment la personne avec qui il semble travailler le plus. C'est ça. Et on la voit aussi dans le court-métrage Witch is Witch de Marie Lausier, qui est un court-métrage magnifique, très inspiré Bertrand Mandico. Hein, ça ressemble beaucoup à son cinéma. Et donc, on a Elina Lovenson là-dedans aussi. En fait, quand on fouine bien, en réalité, c'est un petit monde, c'est un microcosme. Moi, je dirais que dans ce microcosme, il y a Marie Lausier, Bertrand Mandico, Yann Gonzalez et Kata Efordoni. Est-ce que tu rajouterais, alors j'ai une pote, je sais pas si tu sais un peu ce qu'elle fait, mais qui fait du cinéma assez féministe, assez LGBT, elle s'appelle Romy Alizé. Oui, carrément. C'est une copine à toi. Dis donc, tu es bien entouré. Écoute, elle, je trouve aussi, alors elle est pas dedans, mais toi, elle gravite un peu dans ce genre de cinéma aussi, assez féministe, assez libérée sexuellement. Oui, mais après, du coup, là, si on élargit un peu dans ce que fait Romy, c'est toutes les productions de Erika Lust.
Ouais. des trucs un peu comme ça. Ouais, El ouais. Callos, je connais pas trop, mais. Bah, il y a du bien et du moins bien, ça dépend des réalisateurs qui s'y mettent, mais c'est intéressant comme démarche en tout cas. D'accord. Ah ben, bon, plein de choses à découvrir. Plein de cinéma intellectuel bobo parisien. Complètement. Mais en vrai, ça fait du bien ce genre de propositions, même si elles peuvent paraître, effectivement, on le disait, hein, il y a peut-être un côté élitiste. Et je blaguais sur le côté parisien, mais il y a un peu ce côté-là. Non, mais c'est vrai quand même. Hein. Mais mine de rien, c'est vraiment, ça ressemble à rien d'autre que vous aurez vu potentiellement, et donc il faut, comme je disais au début, faut un peu se secouer des fois, faut un peu se laissez-vous surprendre. Ouais, exactement. C'est ennuyeux de voir toujours les mêmes Marvel. Je veux dire, ça fait plaisir de temps en temps à Marvel, mais finalement, quand on en bouffe 5 par an, ça fait du bien de voir un Mandico finalement, et de se dire tiens, en fait, on peut faire autre chose autrement, et parler de choses de manière crue ou fantasmagorique, poétique. Complètement. Mais bon, c'est pas parce qu'on dit tout ça qu'on n'aime pas, comme tu dis, les Marvel. C'est pas pour autant qu'on va pas aller voir Moonfall de Roland Emmerich qui est sorti mercredi dernier. Mais il faut qu'on y aille. Hein. C'est pas parce qu'on parle de Mandico qu'on doit le mettre de côté. C'est quoi le meilleur Roland Emmerich pour toi ? Je sais pas. Je suis pas maso en fait. Hein. J'en ai pas vu tant que ça, je pense. Joker, absolument. J'aime plus tous les titres en tête en fait. Moi, c'est peut-être Independence Day. Independence Day, oui. J'ai vu au cinéma quand j'étais petit. Voilà. Non, ça doit être ça, ouais, je pense. Allez, il y a Jeff Goldblum. Voilà. C'est bon. Je pense il a ce côté un peu suranné, un peu encore tout le monde est encore un peu joyeux, même quand c'est la fin du monde, donc c'est encore pop. C'était encore pop. C'était encore pop. C'est super parce que de Bertrand Mandico à Roland Emmerich, il n'y a qu'un pas, et c'est sur les intergalactiques. C'est beau. Un joli mot pour clore cette émission d'ailleurs, qui arrive tranquillement à son bout. On peut conclure aussi sur donc Bertrand Mandico qui prépare un nouveau long, qu'il a fini de tourner. Et on le citait, donc Conan la Barbara. Ouais. Je pense que je suis sûr que toi aussi t'es fan de Frazetta, ce genre de. Oui, voilà. Oui, je regardais Conan le Barbare hier soir. Enfin, je me suis un peu endormie devant, mais. De John Milius. Ouais. Donc John Milius qui est un gros fasciste, mais qui est aussi un très bon réalisateur. non, mais parce qu'effectivement c'est une grande œuvre, Conan le Barbare de cinéma. Peut-être que beaucoup de gens, un peu comme Robocop, ont une idée un peu bas du front, qui se disent que c'est un film un peu bas du front parce qu'il y a Schwarzenegger, mais en fait c'est une très belle œuvre de cinéma, je trouve. Et, très respectueuse de l'œuvre de Frazetta aussi. Je trouve les références visuelles sont assez fidèles. Ouais, tu l'as regardé avec cet œil-là un peu complètement. Frazetta font les ballons. Ouais. Très bien. C'est parfait pour conclure cette émission, puisqu'on a notre Delphine, notre amie de le hip-hop, c'est ma pote, qui arrive juste derrière, donc qui va s'installer. Ah oui, les 59. Tout à fait. Merci. Merci Clara, merci Nico pour nous parler de Mandico et donc de After Blue qui sort donc en salle là maintenant. Ouais. Il est au cinéma déjà ou c'est mercredi ? C'est bientôt. C'est mercredi. Il me semble qu'il est daté au 16. Et donc, vous savez quoi faire. Retrouvez votre salle indépendante pour aller découvrir ce film, au Zola, tout simplement. Allez au Zola, tant qu'il est encore temps. C'est l'heure de se dire au revoir. On vous souhaite une belle soirée. Vous pouvez retrouver toutes les infos des intergalactiques sur Google ou votre moteur de recherche préféré pour toute notre actualité. Et vous êtes sur Radio Canu 102.2, la plus rebelle des radios.
Thank you.